Le Jarl Aldven mourut le 3e jour après qu'on l'eût descendu du Drakkar. Il était tombé du mât pendant une tempête au large des îles du Nord. Un vieil homme qui n'aurait plus dû grimper là-haut, mais qui apparemment on avait décidé autrement. Les os ne se ressoudèrent pas comme ils se ressoudaient dans sa jeunesse, et la jeunesse était déjà bien loin. 3 jours il resta couché dans la longue maison. Parla peu, et ceux qui venaient lui rendre visite, il les congédiait d'un regard. Les gens sortaient le visage fermé, non parce qu'ils pleuraient, mais parce qu'ils ne savaient que dire. Aldven était de ceux à qui l'on peine à trouver des mots de leur vivant, et à leur mort, encore davantage. On l'enterra selon l'ancienne coutume. Le navire funéraire fut tiré sur la rive, on y déposa tout ce qu'il fallait. L'épée sur la poitrine, le cheval à côté, des provisions pour le voyage que nul ne voyait, mais que tous respectaient. Le feu prit rapidement. Il n'y avait pas de vent, et la fumée monta verticalement, en une mince colonne au-dessus du fjord. Les anciens disaient que c'était bon signe. Les jeunes écoutaient et hochaient la tête, sans trop comprendre bon signe pour qui exactement. Le Ting se réunit 7 jours après les funérailles, comme l'exigeait la coutume. Le récitant de loi Beinar était un homme maigre, au long cou et aux yeux perçants. De ceux qu'on ne remarque pas au premier regard, mais dont on se souvient toujours des paroles. Il jeta un œil aux tablettes de bois portant le testament d'Aldvain et commença à lire à voix haute, afin que chacun de ceux qui se tenaient alentour devint témoin. Les droits commerciaux sur le quai de Vegstad, Troakner et la longue maison revenaient à la seconde épouse d'Aldvain, Frolga, et à son fils, Viumar. Le bétail se partageait à parts égales entre Frolga et la communauté. À l'unique fils d'Aldvain par le sang, Kevurn, revenait une grange délabrée près du cap rocheux à 3 milles de Vegstad et le droit sur la bande de rivage en contrebas. Là pourrissait une vieille barque de pêcheurs que personne ne touchait depuis longtemps. Viumar éclata de rire ouvertement. Il était grand, roux, avec une chaîne d'or par-dessus sa chemise, de ceux qui aiment que tout ce qui a de la valeur se voit d'emblée. « Ton père t'a estimé à des planches pourries et du poisson crevé, » dit-il assez fort, pour que ceux qui se tenaient à côté l'entendent. Plusieurs personnes détournèrent le regard. Rire aux funérailles du malheur d'autrui était une habitude chez Viumar. Il faisait toujours ainsi et ne se demandait jamais si c'était opportun. Frolga ne riait pas. Elle se tenait légèrement en retrait de son fils et regardait Kevurn avec ce calme qui est celui des gens qui connaissent déjà l'issue de l'affaire à l'avance. Ni triomphe, ni pitié. Quelque chose de plus froid. Le regard de quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait et qui attend confirmation. Kevurn prit la tablette de bois détrivant sa part et quitta le Ting en silence. Dans la foule, parmi ceux qui étaient venus écouter, se tenait une jeune femme en manteau bleu sombre. Elle s'appelait Sigrid. Son père était marchand, commerçait en étoffes des rivages du sud. Il était mort 2 ans plus tôt, et elle continuait son négoce seule. Elle assistait toujours au Ting. Elle en avait le droit, et elle en usait sans explication superflue. À présent, elle ne regardait ni Viumar ni Frolga, mais Kevurn. La façon dont il traversait le champ avec la tablette à la main, sans baisser la tête et sans regarder personne. Quelque chose en cela attirait le regard. Non de la fierté, mais quelque chose de plus calme et de plus grave que la fierté. Dans la rue, Beinar le rattrapa. Le récitant de loi marchait vite pour un homme de sa constitution et rejoignit Kevurn encore au bord du champ. Il tendit une petite bourse de cuir et prononça doucement, presque sans intonation. « Aldvain a ordonné de te remettre ceci à toi seul, seulement après le Ting, seulement en main propre. »
Cavourne prit la bourse, dénoua le cordon. À l'intérieur se trouvait une plaque d'os, polie jusqu'à la blancheur, avec 2 mots gravés en runes régulières. « Fie-toi à la grange ». Cavourne resta sur le sentier et contempla longuement ces 2 mots. Son père n'était pas homme à gaspiller des mots sans raison, ni vivant, ni gravé dans l'os. S'il avait gravé quelque chose sur une plaque et ordonné de la remettre après le tigne, c'est qu'il y avait derrière cela plus que ce que 2 mots ne semblaient dire. La grange près du cap Rocheux, des planches pourries et un bateau mort. Son père lui avait réservé quelque chose que Frolga n'avait pas voulu prendre, ou qu'elle n'avait pas su voir. Et Cavourne sentit que dès demain matin, il irait là-bas. Cavourne partit avant l'aube. Le ciel au-dessus du fjord était encore sombre. Seule à l'horizon commençait à se dessiner cette étroite bande de lumière grise qui précède l'aube, et ne promet rien d'autre qu'un jour de plus. Il prit un couteau, un manteau et la plaque d'os, rien de plus. Le sentier le long de la rive était étroit. Par endroits se perdait dans les buissons de genévrier. Et il fallait marcher avec attention, surtout là où les pierres descendaient directement vers l'eau. La mer à gauche résonnait régulièrement. Marée montante, rien de superflu. Ce son, Cavourne s'en souvenait depuis l'enfance. Il avait grandi au bord de l'eau et avait appris à lire son humeur avant d'apprendre à lire les runes. 3 milles le long de la rive. Ce n'est pas beaucoup, si l'on marche sans se presser. Et il ne se pressait pas. Il marchait et pensait aux 2 mots sur la plaque. Son père n'expliquait jamais ses décisions à voix haute. C'était son habitude, qui dans l'enfance agaçait, puis devint compréhensible. Aldvine estimait que si un homme ne voyait pas l'explication lui-même, alors les mots ne le sauveraient pas. Mais ici, il y avait quelque chose d'autre. La grange qui lui était échue en héritage, à la place des navires et des droits de quai, et la plaque d'os qui avait été remise en secret, seulement en main propre, seulement après le ting. Son père cachait quelque chose, ou gardait quelque chose. La différence entre ces 2 mots était substantielle pour Cavourne. Il aperçut la grange de loin, une silhouette sombre sur fond de rocher, presque indiscernable de celui-ci. Le toit s'était affaissé, un mur s'était bombé vers l'extérieur. Les planches avaient noirci sous l'humidité marine, jusqu'à prendre la couleur du vieux charbon. L'endroit avait l'air abandonné et oublié depuis longtemps. Mais contre le mur était assis un homme âgé, qui raccommodait un filet à la lueur d'un petit feu. Bien que réparer des filets ici, à en juger par l'aspect général, n'eût aucun sens. Il leva la tête quand Cavourne s'approcha. Son visage était ridé et paisible, comme celui d'un homme qui a assez vu pour ne pas s'étonner de l'apparition d'un étranger à l'aube. « Tu es le fils de Aldvine, dit-il. Il ne demanda pas. Il affirma. « Cavourne, et toi ?»« Rulgar. J'ai travaillé pour ton père, avant même qu'il n'achète son premier navire. » Il posa son filet et regarda la grange comme on regarde une vieille connaissance, sans sentiment particulier, mais avec de la mémoire. « Aldvine venait ici seul, » dit Rulgar, « avec des outils, des caisses en bois. Il ne prenait personne. Je proposais de l'aider, et il disait « pas besoin ». Il arrivait, restait quelques jours, et repartait. Je pensais qu'il avait quelque chose de personnel ici. C'était personnel, en effet, dit Cavourne. Rulgar le regarda avec curiosité, mais ne posa pas de questions. Il était de ces hommes qui savent attendre qu'on leur raconte de soi-même. À l'intérieur de la grange, ça sentait l'humidité et le bois pourri. La lumière pénétrait à peine, seulement d'étroites bandes à travers les fentes des murs. Le sol était couvert d'une épaisse couche de sable et de poussière de bois qui craquait sous les pas.
Cavern longea les murs, toucha les planches. Certaines s'effritaient au contact. Mais dans le coin le plus éloigné, là où il y avait le moins de lumière, il remarqua un morceau de cuir posé sur les planches, trop soigneusement pour un endroit abandonné depuis longtemps. Le cuir était vieux, mais pas pourri. Quelqu'un l'avait disposé intentionnellement. Sous le cuir se trouvait un panneau de bois, fixé au sol par des agrafes de fer forgé, solidement, calculé pour que le bois ne bouge pas avec l'humidité et le temps. Cavern le souleva avec son couteau, tira. Les agrafes tenaient fermement. Il fallut du temps. Quand le panneau céda enfin, apparurent en dessous des marches de pierre qui descendaient dans l'obscurité. Cavern descendit. Roulgar apporta une torche. La pièce était petite, mais construite avec intelligence. Murs de pierre, poutres en bois au plafond, sol de terre battue et sec. Advine avait creusé cela, apparemment, pendant des années, soigneusement, sans trace de précipitation. Dans un coin se trouvaient 3 grands coffres, hermétiquement fermés. Sur une étagère le long du mur, des tablettes de bois, des feuilles de cuir roulées et un petit coffret en bois sombre. Cavern ouvrit le premier coffre. De l'argent, des pièces, certaines inconnues, avec des caractères arabes que peu de gens à Vegstad savaient lire. De telles pièces étaient rarement vues dans ces contrées. Elles venaient de l'Est, par les longues routes commerciales à travers les fleuves et les steppes, et étaient appréciées non pour leur beauté, mais pour la pureté du métal. Alvin avait rassemblé cela pendant des années, petit à petit, sans le dire à personne. Puis, il prit les feuilles de cuir. C'étaient des cartes marines, dessinées d'une main assurée, avec des indications de côte, de cap, de courant. Sur l'une d'elles, au bord, là où finissait le cap sous la grange, était indiquée une baie. Petite, abritée par un promontoire rocheux sur 3 côtés. Cavern regarda la carte longuement. Il avait longé cette côte plus d'une fois, mais n'avait jamais remarqué la baie. Elle n'était pas visible depuis la mer, si l'on ne savait pas où regarder. Les tablettes de bois étaient des documents officiels, des droits sur la terre, gravés en runes et scellés par les noms de 2 témoins. Cavern lisait lentement, syllabe par syllabe, par endroits. La côte au cap, une bande d'eau à 100 pas de celle-ci et l'entrée de la baie, droit au dos, transmis par le sang, inaliénable sans le consentement de l'héritier. La date était gravée à la fin. Ces documents avaient plus de 20 ans. Aldvine les avait établis bien avant son second mariage. Dans le coffret se trouvait une plaque d'os, plus grande que celle transmise par Beinard, et avec un texte plus long. Aldvine avait gravé les runes de manière serrée, sans signe superflu, comme un homme habitué à faire tenir beaucoup dans un petit espace. Il écrivait « La baie derrière le cap est le seul endroit entre Vegstad et les routes de pêche du nord où l'on peut entrer par fort vent d'est. En automne, quand commencent les tempêtes, les navires venant du nord cherchent un abri. Qui contrôle cette baie, prend un droit de passage ou offre refuge, comme il le décide. Les marchands francs de Brême la connaissent depuis longtemps et veulent acheter la côte depuis longtemps. Frolga ne l'a pas épousée par amour. Elle l'a épousé pour obtenir le quai de Vegstad et le transmettre aux Francs, puis fermer la baie à tous, sauf à leur navire. Il ne pouvait pas l'empêcher de son vivant, n'ayant pas de preuves. Mais il pouvait s'assurer que la terre reviendrait à celui en qui il avait confiance. Il a laissé la grange à Cavern, parce qu'il savait, Frolga ne regarderait jamais 2 fois des planches pourries. Cavern finit de lire et abaissa la plaque. Roulgar se tenait à l'entrée de la cache et se taisait. Il avait eu le temps de descendre derrière lui
et de lire suffisamment sur le visage de Kevurn pour ne pas poser de questions prématurément. « Tu savais cela ?» demanda Kevurn. « Non, je savais qu'il venait ici, mais je ne savais pas pourquoi. » Kevurn remonta, s'assit sur le seuil de la grange et regarda longuement la mer. Rulgar sortit à sa suite, ramassa son filet par terre et recommença à le raccommoder, non parce qu'il en avait besoin, mais parce que les mains doivent s'occuper à quelque chose pendant que la tête travaille. Son père avait vécu avec cela pendant des années. Savait qu'à côté de lui, dans la maison, il y avait quelqu'un qui voulait donner cette baie à des étrangers. Ne pouvait pas le prouver, ne pouvait pas l'arrêter ouvertement. Alors il construisait ici, sous terre, en secret, seul, et attendait. Attendait qu'il soit possible de transmettre cela véritablement, par le sang, par la loi, par des documents que personne ne pourrait contester. Kevurn prit le coffret et les tablettes de bois et les enveloppa dans du cuir. Il laissa l'argent pour l'instant. Il ne risquait pas de disparaître. Il fallait d'abord parler aux diseurs de loi. Voir ce que Bénard dirait de ces documents. Savoir à quel point ce que son père avait bâti était solide. « Tu restes ici ?» demanda-t-il à Rulgar. « Je ne suis jamais parti », répondit celui-ci. Viumar arriva le 3e jour. Kevurn le vit de loin, à cheval, accompagné de 2 hommes. Avec cet air négligent qu'ont les gens habitués à considérer la terre d'autrui comme déjà leur. Les chevaux avançaient sur le sentier côtier sans se presser, et c'était en soi un signe. Viumar n'était pas pressé. Il était sûr de la conversation à venir. Rulgar était à ce moment-là assis contre le mur de la grange, occupé à aiguiser un couteau. Quand les cavaliers s'approchèrent, il posa son ouvrage, se leva et s'écarta légèrement, pas pour partir, mais pour ne pas gêner. Kevurn resta debout là où il était. Viumar mit pied à terre avec aisance, jeta les rênes à l'un de ses hommes et regarda autour de lui avec l'air de quelqu'un qu'on a amené voir une chose de valeur douteuse. Il embrassa du regard la grange, la rive, l'eau en contrebas, tout cela avec ce plissement des yeux qu'on a quand on évalue ce qu'on s'apprête à acheter pour une bouchée de pain. « Je suis venu avec une bonne proposition, » dit-il. Et dans sa voix, il n'y avait ni hostilité, ni bonhomie feinte. Seulement l'efficacité d'un homme qui ne juge pas nécessaire de perdre du temps en approche. « Je vous écoute, » répondit Kevurn. « 1 mark et demi d'argent pour la rive et la construction. » Viumar regarda de nouveau la grange. « Il n'y a rien à construire ici, et rien à pêcher. Cet endroit ne vaut même pas qu'on en parle. Mais ma mère veut remettre la rive en ordre, pour qu'elle ne gâche pas la vue depuis l'eau. Prends l'argent, installe-toi en ville, tu auras de quoi commencer. » Kevurn le regarda en silence pendant quelques secondes. 1 mark et demi d'argent pour une terre odale, avec droit sur l'eau, et une baie derrière le cap. Ce n'était pas une erreur d'estimation. C'était une insulte délibérée, enrobée d'un ton professionnel. « Non, » dit-il. Viumar changea légèrement d'expression. Il ne se mit pas en colère, mais parut surpris. De toute évidence, il n'envisageait pas le refus comme une réponse probable. « Tu comprends combien vaut 1 marc et demi ?» demanda-t-il. Et quelque chose qui ressemblait à de la condescendance apparut dans sa voix. « Je comprends, » répondit Kevurn. « Et je comprends combien vaut la rive. C'est pourquoi... » Non. Viumar resta encore un moment, puis retourna vers son cheval. Déjà en selle, il se retourna. « Réfléchis encore. La prochaine fois, je viendrai avec une somme moindre. » Il repartit, sans cacher son irritation. Elle se lisait dans la façon dont il tenait les rênes, et dont ses hommes se hâtèrent de le suivre.
sans regarder Caverne. Rulgar retourna à son couteau. « Il reviendra, » dit le vieil homme. « Je sais, » répondit Caverne. Mais Viumar ne revint pas lui-même. À sa place, quelques jours plus tard, 3 hommes avec des haches apparurent sur le sentier, silencieux, sans explication, avec l'air de gens qui accomplissent un travail, pas qui cherchent une dispute. Ils s'arrêtèrent au bord de la bande côtière et commencèrent à mesurer la distance de l'eau à la grange, méthodiquement, avec une corde et des piquets. Rulgar sortit à leur rencontre et demanda ce qu'ils voulaient. L'un d'eux répondit brièvement « Construction dangereuse près de l'eau, menace pour la rive, autorisation de démolition obtenue auprès du bailli. » Rulgar leur dit d'attendre et partit chercher Caverne. Au moment où les hommes aux haches arrivèrent à la grange, Caverne était déjà à Vegstad, chez Beinart. Il était venu dès le matin, avec les tablettes de bois du dépôt souterrain, enveloppées dans du cuir. Le diseur de loi le reçut dans sa longue maison, près du foyer, et lut longuement les documents, sans se presser, passant parfois le doigt sur les runes gravées. C'était un homme méticuleux, de ceux qui ne tirent pas de conclusion avant d'avoir vérifié 3 fois. « Où cela était-il conservé ?» demanda Beinart. « Sous la grange, » répondit Caverne. « Mon père l'avait revêtu de pierre. Il a creusé lui-même, pendant plusieurs années. » Beinart regarda encore une fois les tablettes, puis leva les yeux. « Il y a 2 témoins ici. Je dois retrouver au moins l'un d'eux, ou quelqu'un qui se souvienne de la façon dont ces droits ont été établis. Combien de temps cela prendra-t-il ? » « Le temps qu'il faudra, » dit Beinart sans irritation. Il trouva la personne nécessaire au bout de 2 jours. Un vieux graveur nommé Gunnar travaillait depuis longtemps sur le quai de Vegstad. Il gravait des marques sur les flancs des navires, authentifiait les registres commerciaux, aidait parfois lors de l'établissement de droits fonciers. Il était très vieux, entendait mal d'une oreille et marchait avec une canne, mais sa mémoire était vive. Quand Beinart lui montra les tablettes, Gunnar regarda longuement les runes, puis hocha la tête. « Je me souviens de cela, » dit-il. « Aldvain est venu me voir lui-même. Il y a longtemps, plus de 20 ans, peut-être un peu moins. J'étais l'un des témoins. Le second était le vieux Knari, mais il est mort il y a bien 15 ans. »« Es-tu prêt à le dire au Ting ?» demanda Beinart. « Je dirai ce que je sais, » répondit Gunnar. Le Ting se réunit rapidement. L'affaire de la tentative de démolition était urgente. Beinart présenta les tablettes. Gunnar confirma ses paroles devant l'Assemblée. La décision fut sans équivoque. La grange se dresse sur une terre odale documentée, établie selon toutes les règles, avec les témoins nécessaires et conformément à la loi en vigueur. Sans le consentement de l'héritier légitime, personne n'a le droit d'y toucher. Les hommes aux haches reçurent l'ordre de partir. Caverne revenait de Vegstad par la rive. La journée était grise. Le vent portait l'odeur d'une pluie qui n'avait pas encore commencé, mais avait déjà décidé de commencer. Il marchait sans se presser. L'affaire était réglée, et cela demandait du temps pour se décanter. La rue marchande de Vegstad était étroite et resserrée. Les étals de bois se dressaient côte à côte. Au-dessus du passage séchaient des grappes de poissons. Quelque part, résonnait le fer. Un forgeron travaillait non loin. Ça sentait le sel, le cuir tanné et la fumée. Caverne traversait la rue et l'aurait presque dépassé quand il aperçut Sigrid. Elle se tenait à son emplacement. Plusieurs pièces de drap étaient disposées sur de larges planches. D'autres encore pendaient à des traverses de bois. Elle parlait avec un acheteur calmement, sans geste superflu, avec cette allure qu'ont les gens qui connaissent bien la valeur de leurs marchandises
et ne sont pas enclins à en discuter plus longtemps que nécessaire. L'acheteur s'en alla. Elle commença à plier une pièce de tissu, et à cet instant se retourna. Ils se regardèrent. Pas longtemps, mais suffisamment pour que tous deux s'arrêtent. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu un thing aujourd'hui, » dit-elle. « C'est vrai, » répondit Cavern. « Et qu'ont-ils décidé ?»« Que la grange reste où elle est. » Elle hocha la tête, calmement, sans surprise, puis demanda « Viumar est venu te voir avec de l'argent ?»« Il est venu. Il a offert un mar et demi pour la rive. » Sigrid leva les yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la moquerie y passa, mais contenu, presque imperceptible. Un mar et demi pour une terre riveraine, avec droit sur l'eau? Il pense que tout le monde compte aussi mal que lui. Apparemment, dit Cavern. Elle se remit à s'occuper du tissu. Cavern resta debout, non pas parce qu'il avait l'intention d'ajouter quelque chose, mais parce qu'il n'avait pas envie de partir, bien qu'il n'eût aucune raison de s'attarder. « Tu fais du commerce ici depuis longtemps ?» demanda-t-il. Mon père a commencé, j'ai continué. Elle plia la pièce de drap soigneusement, bord contre bord. 2 ans que je suis seule maintenant. C'est difficile. Elle garda le silence avant de répondre. Non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle cherchait le mot exact. C'est difficile quand quelqu'un décide que commercer avec une femme, ce n'est pas du vrai commerce, et se met à marchander comme il ne le ferait pas avec un homme. Mais on peut apprendre à ces gens-là à penser autrement. Cavern la regarda. Dans sa façon de dire cela, il n'y avait ni amertume ni plainte, seulement une connaissance égale de sa propre position et de la manière d'y faire face. « Viumar est venu te voir ?» demanda-t-il. Elle hésita légèrement, et cette pause suffit à comprendre la réponse avant les mots. Il y a 6 mois, il voulait acheter les droits sur l'emplacement d'amarrage qui venait de mon père. Il offrait 2 fois moins que ce qu'ils valent. J'ai refusé. Il ne t'a pas laissé tranquille après ça? Il a envoyé des gens avec de nouvelles propositions. Puis, il est venu lui-même. Elle rangea le tissu plié sous le comptoir. Il a dit que je ferais bien de réfléchir à qui je fréquente, si je veux commercer avec Stad, sans problèmes inutiles. Cavern comprit ce que cela signifiait. Viumar avait déjà vu qu'ils avaient parlé après le Ting, et il avait trouvé un moyen de faire pression sur eux deux à la fois. « Je comprends que cela te cause des ennuis, » dit-il. Sigrid le regarda droit dans les yeux, non pas avec irritation, mais avec cette expression qu'ont les gens quand on leur dit quelque chose avec quoi ils ne sont pas d'accord. « Je ne suis pas venue te voir parce que j'y étais obligée, » dit-elle posément. « Si je prenais mes décisions en fonction de ce qui m'est avantageux à chaque instant, j'aurais vendu depuis longtemps mes droits d'amarrage à Viumar et je vivrais tranquille. Alors je suis content que tu ne prennes pas tes décisions de cette façon, dit Cavern. Elle le regarda une seconde, puis prit la pièce de tissu suivante. Les coins de ses lèvres frémirent légèrement. Pas un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait. Ils firent une partie du chemin ensemble. Elle rentrait chez elle, il allait dans la même direction. La conversation se déroulait à voix basse, avec des pauses, sans hâte de combler chacune d'elles. Elle posait des questions sur la baie au-delà du cap. Elle avait entendu quelque chose en passant, de la part de marchands qui empruntaient les routes du nord. Il répondait, brièvement, mais sans détour. Quand les chemins se séparèrent, elle s'arrêta la première. « S'il y a encore des problèmes avec le Ting, Beinard est pointilleux, mais il est honnête, » dit-elle. « C'est une combinaison rare. Garde-le près de toi. »« J'ai déjà compris, » répondit Cavern. Elle s'en alla.
Il la regarda partir brièvement, juste le temps qu'il fallait pour mémoriser la direction dans laquelle elle avait disparu au tournant. Les soirées près de la grange devinrent vite une habitude. Rulgar allumait un petit feu contre le mur, non pour la chaleur, mais par vieille habitude de pêcheur, qui datait de l'époque où un feu au bord de l'eau signifiait que quelqu'un de vivant était là, et qu'on pouvait accoster sans crainte. Cavurne venait après les affaires du jour, s'asseyait en face, et pendant un moment, il restait silencieux. Non pas péniblement, mais comme se taisent les gens qui n'ont pas besoin de remplir l'espace entre eux avec des mots. Rulgar était un bon interlocuteur, précisément parce qu'il ne se pressait pas de parler. Il choisissait ses mots aussi soigneusement qu'il choisissait un nœud pour un filet, pour qu'il tienne, et pas seulement pour qu'il ait l'air correct. Durant ces premiers jours, il racontait la rive, les courants, quel cap était dangereux par vent d'ouest et où il valait mieux mouiller pour la nuit quand on venait du nord. Cavern écoutait et mémorisait. Tout cela lui était nécessaire, s'il avait l'intention de faire de la baie ce que son père avait écrit. Mais un soir, Rulgar parla d'autre chose. Ils étaient assis près du feu depuis longtemps déjà. Les braises commençaient à s'affaisser. Le ciel au-dessus du fjord s'était assombri jusqu'à un bleu profond. Et les premières étoiles se dessinaient à l'horizon. Rulgar remua les braises avec un bâton, sans se presser, et dit sans lever les yeux, « Je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Je ne savais pas si je devais. Mais maintenant que tu es resté ici et que tu t'occupes sérieusement de cette rive, je pense que je dois. » Cavern ne répondit pas, se tourna seulement vers lui. « Je me souviens de la première fois que ton père a amené Frolga à Vegstad, » continua Rulgar. Elle était jeune, elle se tenait avec assurance, elle savait comment parler aux gens qui ont de l'argent. Aldven la regardait comme on regarde un bon navire, avec respect et calcul à la fois. Je ne pense pas qu'ils soient tombés amoureux. Je pense qu'ils avaient tous les deux besoin de quelque chose, de cette union. Il écrivait qu'elle l'avait épousé pour le quai, dit Cavern. Peut-être, mais j'ai entendu autre chose. Rulgar se tut un instant. Elle avait un mari avant ton père, un marchand des îles du Sud. Les gens en parlaient à l'époque, à voix basse. Puis, ils ont cessé. Quand elle est devenue la femme de Aldvain, en parler est devenu gênant. Cavurne regardait le feu. Les gens disaient qu'il n'était pas mort, ajouta Rulgar. La pause entre eux s'allongea. Derrière eux, la mer bruissait, régulièrement, sans changement, comme si elle se moquait de ce que discutaient les deux hommes près du feu. « Tu connais son nom ?» demanda Cavurne. « Jormund. » Il commerçait en fourrure et en cire. Il naviguait sur la route entre le Danemark et l'Angleterre. Je l'ai vu à Vegstad une fois, il y a longtemps, avant même que Frolga n'apparaisse ici avec Aldvain. Il est parti vers le sud et n'est plus réapparu dans ces eaux. Ce qu'il est devenu, je ne sais pas. Mais personne n'a vu sa mort. Il n'y avait pas de témoin. Ça, je m'en souviens avec certitude. Cavern demanda. Selon la loi du Ting, si un mari n'est pas revenu pendant 7 hivers et qu'il n'y a pas de témoin de sa mort, la femme peut se déclarer libre? Elle le peut, confirma Rulgar. Mais se déclarer libre n'est pas la même chose que passer devant l'Assemblée et obtenir une confirmation officielle. Ce sont deux choses différentes. L'une, ce sont des mots. L'autre, c'est la loi. Cavern resta assis près du feu longtemps après que Rulgar se fût tu. Il pensait que si Tjörmund était vivant et n'avait jamais déclaré la dissolution de l'union au Ting, et que Frolga n'était pas passé devant l'Assemblée, alors son mariage avec Aldvain pouvait être invalide depuis le début. Et si le mariage était invalide, alors l'héritage qui en découlait
l'était aussi. C'était un grand si, trop grand pour bâtir quelque chose dessus sans vérifier. Le lendemain, il se rendit à Vegstad. Le marché près du quai fonctionnait dès le matin. Les marchands arrivaient près de l'eau avant tout le monde, tant que la marchandise était fraîche et que les gens n'avaient pas encore dépensé leur argent ailleurs. Parmi les barques et les kneurs amarrés, se trouvait un large navire marchand avec des marques danoises sur le flanc. Kevurn le reconnut. Ce navire venait à Vegstad chaque automne, apportait des fourrures du nord et repartait avec du grain et du tissu. Le timonier s'appelait Gundar. Âgé, corpulent, avec une barbe rousse qui avait commencé à grisonner depuis longtemps, mais ne se pressait pas de capituler. Il était assis sur le quai et mangeait du pain, regardant l'eau avec l'air d'un homme qui se sent bien partout où il y a de la nourriture et pas d'affaires urgentes. Kavurn s'assit près de lui. Ils se connaissaient vaguement. Gundar avait déchargé plusieurs fois au quai de Hadvein et se souvenait de Kavurn comme du fils du propriétaire. Kavurn expliqua ce qu'il cherchait. Gundar mâchait son pain, écoutait et ne l'interrompait pas. « Tjormund » répéta-t-il quand Kavurn eut terminé. Il commerçait en fourrure et en cire. Route danoise, donc. Tu as entendu ce nom? Gundar haussa les épaules. Pas un nom, mais un « laisse-moi réfléchir ». Je ne connais pas personnellement, mais j'ai des gens sur ces rivages qui connaissent tous ceux qui commercent sur la route entre le Danemark et l'Angleterre. S'il est vivant et qu'il commerce, ils ont entendu parler de lui. Il se tut. Le prochain navire vers le sud part dans 4 jours. Je peux transmettre un message. J'ai besoin de savoir où il est, et j'ai besoin qu'il vienne à Vegstad avant le Ting d'automne. Gundar le regarda avec une légère curiosité. Ça ressemble à une affaire qui concerne quelque chose d'important. C'est le cas, confirma Kavurn. Alors formule le message avec précision. Les gens du Sud aiment qu'on leur dise directement pourquoi on a besoin d'eux. Ils composèrent le message ensemble. Bref, sans mots superflus. Le nom, le lieu, la demande de venir au Ting et de témoigner. La promesse de couvrir les frais de voyage. Gundar promit de le transmettre par le prochain navire de passage. Il fallait attendre la réponse plusieurs semaines. Kavurn savait attendre, mais pas dans l'oisiveté. Pendant que le temps passait, il continuait à travailler près de la grange et retournait à Vegstad pour des affaires avec Beinart. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que la rue marchande cesse de lui paraître étrangère. Il vit Sigrid plusieurs fois, furtivement, de loin, en passant. Une fois, elle transportait des ballots de tissu sur une petite charrette et lui demanda de l'aider à les porter sous l'auvent. Il l'aida. Ce fut une brève conversation sans rien de particulier, sur le temps, sur le fait qu'au nord, les premières tempêtes avaient déjà commencé et que les marchands de ces routes disaient que l'automne serait rude. Mais de telles conversations ont leur valeur. Elles n'exigent rien d'autre que la présence. Et c'est précisément pour cela qu'on s'en souvient. Une autre fois, il la rencontra chez Beinart. Elle était venue pour ses affaires, lui pour les siennes. Ils se retrouvèrent à l'entrée de la longue maison du diseur de loi en même temps. Et elle fut la première à comprendre que c'était un peu drôle. Elle sourit, pas largement, mais sincèrement, et dit « Toi aussi chez Beinart ? Il est occupé depuis ce matin. J'attends déjà. » Ils restèrent debout à l'entrée pendant que le diseur de loi se libérait. Ils parlèrent des droits commerciaux sur le quai, du fait que le Ting d'automne approchait et qu'il y aurait beaucoup d'affaires à traiter. Puis elle partit la première. Elle avait des acheteurs qu'on ne pouvait faire attendre. Kavurn entra chez Beinart et lui raconta la conversation avec Rulgar et le fait qu'il cherchait Tjormund. Beinart écouta sans expression. C'était sa manière de travailler.
que Caveux en avait déjà appris à déchiffrer. Quand il eut terminé, le diseur de loi regarda longuement ses tablettes. « Si c'est vrai, dit enfin Bénard, et si Turmone est vivant, et s'il n'a jamais déclaré la dissolution de l'Union devant l'Assemblée, les conséquences pour Freulga sont graves. Je comprends. Tu ne comprends qu'une partie. » Bénard leva les yeux. Ce n'est pas seulement une question de son mariage avec ton père. C'est une question de tout ce qu'elle a obtenu par ce mariage. Les navires, le quai, les droits. Si le mariage est invalide, alors l'héritage qui en découle l'est aussi. Selon la loi, tout cela doit revenir à l'héritier légitime par le sang. Cavurne resta immobile. « Trouve ton homme, dit Bénard. Amène-le au Ting d'automne. S'il dit ce que tu dis, la loi sera une. » Sur le chemin du retour de Vegstad, Cavurne marchait le long de la côte, comme toujours. Le vent soufflait du nord. Pas encore froid, mais déjà avec cette saveur qui apparaît à la fin de l'été et signifie que la saison tourne. La mer était agitée. Les vagues avançaient en longues rangées, et contre le rocher au-delà du cap, elles se brisaient avec un son sourd et lourd. Cavurne s'arrêta au bord du sentier et regarda la baie en contrebas. Elle était sombre et silencieuse. Le rocher la protégeait du vent. L'eau y restait presque immobile, même maintenant. Son père avait choisi le bon endroit. Ce n'était pas lui qui l'avait découvert. Il avait toujours été là, mais il y avait vu ce que d'autres n'avaient pas remarqué. Pas seulement un abri contre le mauvais temps, mais un lieu qu'on pouvait rendre nécessaire aux gens. Et Cavurne pensait que c'était peut-être là le plus véritable héritage. Non pas l'argent dans les coffres, ni les documents sur les cartes de cuir, mais la capacité de voir la valeur là où d'autres ne voient que des planches pourries et du poisson mort. On attendit la réponse de Gundar pendant près de 3 semaines. C'était le délai habituel pour les messages qui partaient vers le sud par les routes danoises. Cavurne le comprenait et ne pressait pas. Mais l'attente a sa particularité. Elle ne reste pas immobile. Elle se remplit toujours de quelque chose. Et pas toujours de ce qu'on choisit soi-même. Le travail à la grange suivait son cours. Cavurne réparait le toit, non pas parce que c'était urgent, mais parce que les mains doivent être occupées quand la tête attend. Rulgar aidait en silence, passait les planches, tenait là où il fallait tenir, parlait parfois quand il voyait une erreur. Ils travaillaient bien ensemble, sans mots superflus, avec ce rythme régulier qui s'établit entre les gens quand tous deux comprennent ce qu'ils font et pourquoi. Un jour, alors que le travail avançait depuis le matin et que le soleil avait déjà passé midi, Cavurne entendit des pas sur le sentier. Les pas étaient légers, assurés. Quelqu'un qui empruntait ce chemin pour la première fois et ne regardait pas sous ses pieds. Sigrid apparut au détour du virage avec un petit baluchon à la main. Elle portait un manteau bleu foncé dont Cavurne se souvenait depuis le Tignes. Elle le portait apparemment souvent. Elle s'arrêta au bord de la cour, examina la grange, le toit, les 2 hommes dessus, et dit « J'ai apporté de la nourriture. J'étais dans le coin pour affaires. » Rulgar descendit du toit le premier, regarda le baluchon, puis Cavurne, brièvement, sans commentaire, et partit vers le feu où quelque chose bouillait dans un pot d'argile. Cavurne descendit à sa suite. Dans le baluchon, il y avait du pain, encore tiède, un morceau de fromage enveloppé dans un tissu, et du poisson séché. Un peu, mais prévu pour 2, voire 3 personnes. Sigrid disposa tout cela sur une planche propre contre le mur et dit que les hommes affamés travaillent moins bien que les hommes rassasiés. Sans ironie, comme un fait. Ils mangèrent contre le mur, sous l'auvent que Cavurne avait assemblé quelques jours auparavant.
Rulgar prit sa part et s'éloigna vers le feu, non pas parce qu'on le chassait, mais parce qu'il avait sa propre compréhension des moments où les gens feraient mieux de parler sans nuit à proximité. La conversation se déroulait à voix basse, avec des pauses, comme il arrive entre des gens qui se connaissent déjà suffisamment pour ne pas remplir chacune des pauses. Sigrid demanda comment avançait le travail. Il raconta, brièvement, sans fioriture. Puis elle demanda pour l'affaire avec Turmund. Et il comprit qu'elle y avait pensé depuis leur dernière conversation chez Beinar. « Tu as envoyé le message ?»« Par Gundar. J'attends la réponse. »« Combien de temps encore ?»« Je ne sais pas. Peut-être une semaine. Peut-être plus. » Elle hocha la tête et se tut. Non pas parce qu'il n'y avait plus de questions, mais parce qu'elle comprenait. Certaines choses ne s'accélèrent pas parce qu'on en parle. Kevurn lui raconta le message de son père. Il ne répéta pas tout, seulement l'essentiel. À propos de la baie, du fait que Aldvain avait construit cela pendant des années seul, sans le dire à personne. Du fait que c'était de lire les runes sur la plaque d'os et de comprendre que son père savait pour la trahison de Frolga, mais ne pouvait pas la prouver de son vivant. Il ne faisait pas confiance aux mots, dit Kevurn, seulement aux actes. Tout ce qu'il voulait me dire, il l'a gravé dans l'os ou disposé en pierre sous terre. Sigrid resta silencieuse, regardant l'eau. Puis elle dit, « Peut-être qu'il n'a simplement pas eu le temps de trouver les mots. Certaines choses ont plus de mal à trouver un mot qu'à être gravées dans l'os. Peut-être qu'il pensait, « Je construirai, et tu comprendras. » C'est aussi une conversation, seulement d'un autre genre. Cavourne la regarda. Il y avait là une vérité, et cette vérité n'était pas blessante, mais plutôt conciliante. Il ne répondit pas, mais il entendit. Ils restèrent assis encore un peu, puis il se leva et dit qu'il voulait lui montrer la baie. Il ne demanda pas, il proposa, et dans la proposition, il n'y avait ni affectation, ni intention particulière. Il lui semblait qu'elle devait la voir. Pourquoi? Il n'aurait pas pu l'expliquer précisément à ce moment-là. Le sentier au-delà du cap descendait abruptement, glissait par endroits à cause des algues déposées par les vagues sur les pierres. Sigrid marchait sans se plaindre et sans mouvement superflu. Elle gardait l'équilibre là où c'était nécessaire et ne s'accrochait pas aux saillies là où ce n'était pas nécessaire. Elle savait manifestement marcher sur la côte. La baie s'ouvrit soudainement, comme c'est toujours le cas avec les lieux qui restent cachés jusqu'au dernier moment. Le rocher s'écartait, le sentier faisait un virage, et soudain devant eux, il y avait l'eau. Sombre, calme, protégée de trois côtés par des parois de pierre. À l'extérieur, la mer avançait en vagues. Ici, elle bougeait à peine. La différence était perceptible même à l'oreille. À l'extérieur, le bruit. Ici, le silence. Sigrid s'arrêta et regarda longuement en silence. Puis elle avança lentement vers l'endroit où la rive se transformait en pierre plate au bord de l'eau et s'y tint debout, contemplant l'entrée de la baie. Ce passage étroit entre les rochers, à travers lequel on ne voyait presque rien depuis l'extérieur. Par vent d'est, n'importe quel navire pourra entrer ici, dit-elle enfin. Ce n'était pas de la rhétorique. Elle connaissait les routes commerciales. Elle savait ce que signifiait être pris dans une tempête au large d'une côte ouverte sans abri. Elle parlait en personne qui comprenait la valeur pratique de ce qu'elle voyait. « Ton père était un homme attentif », ajouta Sigrid sans se retourner. « Il a vu cet endroit non comme un rivage, mais comme une possibilité. Tout le monde ne regarde pas ainsi. » Dans ces mots, il y avait quelque chose de plus qu'une simple appréciation. Cavern se tenait légèrement en retrait et la regardait.
la façon dont elle se tenait près de l'eau, dont le vent effleurait le bord de son manteau, dont elle ne se hâtait pas de quitter cet endroit. Il lui vint soudain à l'esprit qu'elle et la baie avaient quelque chose en commun. L'une comme l'autre ne se révélaient que progressivement, seulement si l'on allait dans la bonne direction. Ils remontèrent lorsque le soleil commença à descendre vers l'horizon. Rulgar avait entre-temps déjà rangé près du feu et était parti quelque part. Il savait faire cela discrètement quand il le jugeait nécessaire. Kevorn accompagna Sigrid jusqu'au début du sentier menant à Vegstad. Et là, ils s'arrêtèrent. « Tu comptes construire ici » demanda-t-elle. « Oui. D'abord, je vais consolider la grange comme il faut. Ensuite, une longue maison pour les gens qui travailleront ici. Je marquerai l'entrée de la baie d'un signe, pour que les timoniers du Nord sachent qu'on peut s'y abriter. Cela prendra du temps. Oui. » Elle le regardait attentivement, sans hâte. « J'aimerais voir cela quand ce sera prêt, » dit-elle. Kevorn la regarda. C'était une petite phrase, dite calmement, sans insistance, sans signification particulière dans la voix. Mais il y entendait précisément ce qu'elle signifiait. Non pas de la politesse, mais un désir. Non pas « ce serait bien », mais « je le veux ». « Viens », dit-il. Elle hocha la tête et s'engagea sur le sentier. Il regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les genévriers, puis retourna à la grange. La réponse de Gundar arriva 5 jours plus tard, avec un navire marchand venant du sud. Gundar avait transmis un bref message sur une planchette de bois. Tjormundur est vivant, vit sur une des îles au large de la côte danoise, fait un peu de commerce, remarié depuis longtemps, a des enfants. De Frölger, selon les gens qui le connaissaient, il ne parle presque jamais. N'a jamais signé de document de dissolution de l'Union. N'a jamais déclaré sa liberté au Ting. Prêt à venir à Vegstad et à témoigner. Sans grand plaisir, comme l'a écrit Gundar. Mais sans refus non plus. Accepte de prendre en charge les frais de voyage. Kevorn lut la planchette près du feu, seul. Rulgar était assis à côté et attendait. « Il vient », dit Kevorn. « C'est bien », répondit Rulgar. « Jusqu'au Ting d'automne, 3 semaines. »« Il aura le temps, » dit le vieil homme, « s'il est parti tout de suite. » Kevorn posa la planchette près du coffre de son père. 3 semaines. C'était à la fois beaucoup et peu. Beaucoup si l'on se contentait d'attendre. Peu s'il fallait que tout se mette en place au bon moment, au bon endroit. Il pensait à Bénard, au fait que le récitant de loi devait être informé à l'avance pour préparer l'assemblée. Il pensait à Tjormundur, un homme qu'il n'avait jamais vu, et pour qui son histoire était, au fond, étrangère. Il pensait à Frölger, qui ne savait pas encore ce qui se passait, mais l'apprendrait, tôt ou tard. Et il pensait à Sigrid, à la façon dont elle s'était tenue près de l'eau dans la baie, et avait parlé de son père, comme si elle le comprenait mieux qu'elle n'aurait pu le connaître. Les rumeurs à Vegstad se répandaient vite, plus vite qu'on ne l'aurait souhaité, et plus lentement qu'il ne semblait à ceux qui les propageaient. Kevorn apprit ce qu'on disait en ville, non par Bénard, ni par Rulgar. Il l'apprit d'un batelier avec qui il avait discuté au quai pour une affaire fortuite. Celui-ci le mentionna en passant, sans intention particulière. Les gens disaient que le fils de Alvheim cachait dans sa grange ce qui appartenait de droit à l'héritage commun. Soi-disant de l'argent, soi-disant des documents commerciaux, soi-disant tout cela aurait dû être remis au Ting. Et il l'avait dissimulé. Le batelier dit cela comme une nouvelle qui ne le concernait pas vraiment, et partit vaquer à ses affaires. Kevorn resta un moment près du quai à regarder l'eau. Viumar travaillait avec soin.
Il ne pouvait pas toucher à la terre. Le Ting l'avait interdit. Il ne pouvait pas contester les documents. Ils étaient correctement établis. Alors, il commença à faire ce qui ne requiert ni loi ni effort. Parler. Quelques mots aux bons endroits suffisaient pour faire naître le doute dans l'esprit des gens. Non pas une accusation, un doute. Celui-ci n'exige pas de preuves et ne se guérit pas par des explications. Dans les jours suivants, Cavurne le sentit dans les détails. Le marchand avec qui il échangeait auparavant quelques mots au marché se mit à regarder ailleurs. Un des hommes qui transportait des marchandises par la route du Nord et s'était intéressé à la baie cessa soudain de venir. Ce n'était pas une grande perte, ni une hostilité ouverte, juste la distance que les gens gardent quand ils ne veulent pas se trouver mêlés à une querelle qui ne les concerne pas. Cavurne ne donna d'explication à personne. Les explications, dans ces cas-là, sonnent comme des justifications. Et les justifications ne font que renforcer le doute. Il continua à travailler à la grange, continua à se rendre chez Bénard, continua à attendre Tjörmunder. Cela demandait plus de patience qu'il ne l'avait prévu. Mais Aldvein ne l'avait pas élevé avec des mots, par l'exemple. Et l'exemple était précisément celui-ci. Fais ton travail, pendant que les autres sont occupés à parler. Que Viumar avait parlé à Sigrid en privé, Cavurne ne l'apprit pas immédiatement. Il vint avec Stad quelques jours plus tard, pour une affaire chez Bénard, et en chemin, passa par la rue marchande. Sigrid était à son poste, en train de trier le tissu qu'on avait livré. Il s'approcha, la salua. Elle répondit d'un ton égal, mais quelque chose dans sa voix était plus bref que d'habitude. Pas plus froid, mais justement plus bref, comme chez quelqu'un qui mène une conversation à part dans sa tête. Ils parlèrent des affaires courantes. Elle demanda des nouvelles de Tjörmunder. Il répondit qu'il l'attendait. Puis ils se turent. Cavurne la regardait et comprenait qu'elle ne disait pas quelque chose. Non pas qu'elle le cachât, mais parce qu'elle cherchait comment le dire correctement. « Viumar est venu te voir ?» demanda-t-il. Elle ne parut pas surprise par la question. Elle plia un morceau de tissu, le mit de côté et ne répondit qu'ensuite. Il y a 3 jours, il est venu seul, sans ses gens. Ce qui signifie qu'il voulait que la conversation ne soit pas officielle. Il a dit qu'en ville on parlait de toi, que je ferais bien de réfléchir à qui je fréquente si je veux commercer avec Stader sans problèmes inutiles. Cavurne ne répondit rien tout de suite. Il la regardait et pensait que Viumar ne l'avait pas choisie par hasard. Il avait vu qu'elle venait à la remise, vu qu'il parlait, et il avait compris qu'elle était un point plus vulnérable que le rivage ou la loi. Par elle, il était plus facile d'exercer une pression. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Cavurne. « J'ai dit que je décidais moi-même à qui je parle. » Elle prononça cela sans insistance, comme un fait. Il est parti mécontent. C'est son état habituel, apparemment. Cavurne la regardait. Puis il dit « Tu n'es pas obligé de venir à la remise. Je comprends que cela te cause des ennuis. Ton commerce est plus important que... » Cavurne, l'interrompit-elle, doucement, mais assez pour qu'il s'arrête. « Je ne suis pas venu te voir parce que j'y étais obligé. C'est mon choix, et je ne l'ai pas fait parce que je ne comprenais pas les conséquences. Si je prenais mes décisions en fonction de ce qui est le plus commode à chaque moment précis, j'aurais depuis longtemps vendu mes droits d'amarrage à Viumar, et je vivrais tranquille. » Elle leva les yeux, un regard direct, sans défi, mais sans concession non plus. « Alors je suis heureux que tu ne prennes pas tes décisions de cette façon, » dit-il. Quelque chose dans ces mots l'arrêta. Elle le regarda une seconde, un peu plus longtemps que d'habitude,
puis prit le morceau de tissu suivant et s'en occupa. Mais la tension, qui était en elle auparavant, quand il était arrivé, devint différente. Elle ne disparut pas, mais changea de nature. De fermée, elle devint ouverte. Et c'était mieux. Ils parlèrent encore un peu, de la façon dont les gens se comportaient en ville, du fait que Beinart avait demandé à Cavern de le tenir au courant de toute nouvelle action de Frolgia ou de Viumar. Sigrid dit qu'elle avait entendu dire par l'un des marchands que Viumar avait essayé de vendre l'un des kneurs à un marchand franc. C'était important. S'il avait vendu le navire, cela signifiait qu'il le considérait comme sien et en disposait avant la décision du Ting d'automne. Kevin retint cela et décida d'en parler à Beinart. Il se rendit chez le law speaker le jour même. Beinart le reçut près du foyer, comme d'habitude. Il écouta ce qui concernait Tjormunder, les rumeurs, Viumar et le navire. Et cette fois, son visage n'était pas simplement attentif, mais concentré différemment. Quand Cavurne eut terminé, Beinart se leva et fit les 100 pas dans la longue maison. Lentement, en réfléchissant. Si Viumar a vendu le navire avant le Ting, sachant que sa légalité était en question, c'est de l'escroquerie, dit-il. Il a vendu ce qui ne lui appartenait pas, ou qui lui appartenait au mieux, conditionnellement. C'est une accusation distincte, sans rapport avec l'affaire de Frolgia. Il faut établir le fait de la vente, dit Kevurne. Il faut, acquiesça Beinart. J'ai besoin du nom du marchand et des conditions de la transaction. Si quelqu'un parmi ceux qui étaient présents lors de la vente est prêt à témoigner, c'est encore mieux. Kevurne passa les 2 jours suivants à rechercher la personne nécessaire. Cela s'avéra moins difficile que cela aurait pu l'être. Vegstader était une petite ville, et une transaction importante avec un marchand franc ne passait pas inaperçue. On trouva un batelier qui avait transporté le marchand et ses gens jusqu'au Kneur le jour de la transaction. On trouva un employé d'entrepôt qui avait aidé à inspecter le navire. Tous deux parlèrent sans enthousiasme, non par loyauté envers Viumar, mais par la prudence ordinaire de gens qui ne souhaitent pas être entraînés dans une querelle qui ne les concerne pas. Mais ils confirmèrent les faits. La vente avait eu lieu. Le navire était parti pour un prix nettement inférieur au prix du marché. La différence était restée chez Viumar. Beinart consigna les témoignages sur une tablette de bois. C'était son habitude. Noter tout ce qui pouvait être nécessaire au Ting, tant que les gens se souvenaient encore des détails et étaient prêts à parler. Tjormunder arriva à Vegstader 5 jours avant le Ting d'automne. Cavurne le rencontra au quai. Un homme aux larges épaules, bronzé, silencieux, avec l'air de quelqu'un habitué aux longues traversées et sachant se tenir dans n'importe quel port. Il était arrivé sur un navire marchand de passage, comme passager, et avait l'air d'un homme qui fait l'affaire d'un autre par respect pour la loi, et non par intérêt personnel. La conversation entre eux fut brève et pragmatique. « Je ne garde pas rancune à ton père, » dit Tjormunder. « Je ne le connaissais pas. » Mais Frolgia est parti sans un mot, pendant que j'étais en mer. Je n'ai signé aucun document de dissolution de notre union. Je n'ai pas déclaré ma liberté au Ting. C'est la vérité. Et je la dirai devant l'Assemblée. C'est tout ce qu'on te demande, répondit Kevurne. Tjormunder hocha la tête et partit pour l'auberge. Il ne posa pas de questions superflues et ne s'intéressa pas aux détails de l'affaire. Ce n'était pas son histoire, et il le comprenait. Kevurne retourna à la remise tard dans la soirée. Rulgar était assis près du feu, comme d'habitude. Le feu était petit. Les braises s'affaissaient lentement. La mer derrière lui bruissait régulièrement. « Il est arrivé, » dit Kevurne. « Bien, » répondit Rulgar. Ils restèrent silencieux. Puis le vieil homme dit
Ton père aurait été content. Pas parce que tu as trouvé l'argent, ni parce que les droits au dos ont tenu bon, mais pour la manière dont tu t'y es pris. Sans tapage inutile, sans haine, pas à pas. Kevin regardait le feu. Il pensait qu'il restait 5 jours avant que tout se décide, ou ne se décide pas. Il pensait à Bénard avec ses tablettes, à Tjörmunder, à l'auberge, à Frölga, qui quelque part avec Stader calculait les dernières options. Et il pensait à Sigrider, à la façon dont elle avait dit, calmement, sans mots superflus, qu'elle décidait elle-même à qui elle parlait. Et que c'était son choix. Dans un monde où la pression vient de tous côtés et où les gens évitent les querelles d'autrui par prudence, un tel choix pesait plus lourd qu'il n'y paraissait. Wegstader, dans les jours précédant le Ting d'automne, changeait de caractère. Cela se produisait chaque année. La ville semblait prendre son souffle avant un mot important. Plus de navires accostaient. Les auberges devenaient bondées. La rue marchande bruissait jusqu'à la tombée de la nuit. Les gens venaient de toute la côte. Certains pour les affaires du Ting, d'autres pour le commerce, d'autres encore parce que l'Assemblée d'automne était aussi un lieu où l'on retrouvait des connaissances, où l'on apprenait les nouvelles, et où l'on concluait des accords qui n'avaient pas besoin de law speaker, mais qui nécessitaient des témoins. Cavern passa 2 des 5 jours restants avant le Ting en ville. Il rencontra Bénard, précisa les détails, répondit aux questions que le law speaker posait méthodiquement et sans émotion superflue. Bénard se préparait minutieusement. Il disposait les tablettes de bois dans un ordre déterminé, vérifiait que tout était consigné, s'assurait qu'il y avait les témoins nécessaires pour chaque affirmation. C'était son travail, et il le faisait comme il l'avait toujours fait, sans hâte, sans zèle ostentatoire, mais avec une concentration totale. Le 3e jour avant le Ting, Cavern croisa Frölga sur la place du marché. Pas intentionnellement. Leurs chemins se croisèrent simplement près des étals marchands. Elle se tenait contre le mur d'une longue maison et parlait avec l'un des marchands. Quand la conversation se termina et que le marchand s'en alla, elle leva les yeux et vit Cavern. Ils se regardèrent à travers la place pendant quelques secondes. Pas longtemps, mais suffisamment. Dans son regard, il n'y avait ni hostilité, ni peur. Il y avait du calcul, aussi froid que lors du Ting après le testament. Sauf que maintenant, on y lisait une autre tâche. Elle calculait quelque chose, mais plus depuis la position de quelqu'un qui a tout en main. Cavern ne hocha pas la tête, ne détourna pas le regard. Au bout de quelques secondes, ce fut elle qui se retourna la première et s'en alla le long du mur. Il ne pensa pas longtemps à elle. L'affaire était faite autant qu'il pouvait la faire. Le reste, le Ting en déciderait. Le même jour, en revenant vers la grange par le rivage, il vit Sigrider près du rocher derrière la pointe. Elle était assise, là où commençait le sentier descendant vers la baie, et regardait l'eau. Son manteau était posé à côté. La journée s'était révélée étonnamment chaude pour cette époque de l'année. Et elle était assise sans lui. Cavern s'approcha, s'arrêta. Elle se retourna. « Je n'ai pas prévenu que je viendrais, dit-elle. Je passais simplement par là. »« On peut venir ici sans prévenir, » répondit-il. Il s'assit à côté d'elle sur une pierre. D'en bas, on entendait l'eau. La vague entrait dans la baie doucement, sans heurts, comme il arrive par petits vents d'ouest. L'automne était déjà manifeste. L'herbe sur la pente avait jauni. L'air était devenu plus dense. Et le matin, le fjord exhalait un froid qui n'existait pas en été. Ils restèrent silencieux quelques minutes. Pas péniblement, mais comme se taisent des gens qui n'ont pas besoin de s'expliquer mutuellement pourquoi ils sont là. Puis Sigrider demanda « Comment te sens-tu avant demain »
Il réfléchit avant de répondre. Non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il voulait dire juste. Pas comme je pensais. Je pensais que quand tout serait prêt, et que Jormundur serait arrivé, et que Beinar aurait confirmé les documents, je ressentirais quelque chose qui ressemblerait à du soulagement. Mais maintenant, je pense surtout au fait que mon père a passé des années à cacher tout cela. Seul. Il venait ici avec des outils, creusait sous la grange, gravait des runes sur des os, et pas une seule fois, il ne m'en a dit un mot. Il ne pouvait pas, dit Siglider. Je comprends, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Elle resta silencieuse. Puis elle dit « Il protégeait ce qu'il pouvait, comme il le pouvait. Et le reste, il te l'a laissé, pas comme un fardeau, mais comme une confiance. Ce sont deux choses différentes. » Cavern la regarda. Elle ne disait pas cela pour le consoler, elle le disait parce que c'était ce qu'elle pensait. Et il entendait la différence. « Oui, dit-il, je l'ai compris. Pas tout de suite, mais je l'ai compris. » Le vent se leva un peu plus fort, passa sur la pente, toucha ses cheveux, souleva quelques tiges d'herbes sèches et les emporta vers le bas. Sigridr écarta ses cheveux de la main et regarda de nouveau l'eau. « Jormundur donne l'impression d'être un homme fiable ?» demanda-t-elle. « Il donne l'impression d'être un homme pour qui tout cela est désagréable, mais qui comprend que la vérité est la vérité. C'est suffisant. Beinar est prêt ? Beinar est toujours prêt. Il est probablement né avec des tablettes dans les mains. » Elle rit doucement, brièvement, mais sincèrement. Kevorn la regarda, et quelque chose en lui se réchauffa à ce son, simplement et sans mots superflus. Ils restèrent assis encore un moment, le soleil descendait, les ombres du rocher s'allongeaient. Kevorn lui raconta ce qu'il voulait faire ici, quand tout serait fini. Pas seulement consolider la grange, il y pensait depuis longtemps déjà, depuis qu'il avait lu la carte de son père. Une longue maison pour les travailleurs, un petit entrepôt pour les provisions, pour les navires qui feraient escale. Un signe sur le rocher à l'entrée de la baie, pour que les pilotes le sachent. Mon père a écrit que celui qui tient cette baie prend un péage ou offre l'hospitalité, comme il le décide lui-même, dit Kevorn. Je pense qu'il est juste d'offrir l'hospitalité. Le paiement viendra de lui-même. Les gens se souviennent de ceux qui les ont aidés dans la tempête. Sigrid écoutait attentivement, sans l'interrompre. Puis elle dit « Cela demande des hommes en qui tu as confiance. Rulgar ne pourra pas y arriver seul. Il est vieux. » « Je sais. Je vais chercher. »« J'ai un cousin, dit-elle. Il a navigué sur un kneur pendant 3 saisons. Il connaît les côtes. En ce moment, il est sans poste fixe. Si tu cherches des gens qui comprennent l'eau, je peux lui en parler. » Cavurn la regarda. Elle proposait cela sans insister, comme on propose quelque chose d'utile quand on voit que c'en est le besoin. « Je serais heureux de lui parler, » dit-il. Elle hocha la tête, puis elle se leva, prit son manteau et le jeta sur ses épaules. Le vent s'était rafraîchi et le soir approchait rapidement. Cavurn se leva à son tour. « Je te raccompagne jusqu'à la ville, » dit-il. Ils marchèrent par le sentier côtier en direction de Vegstad. Ils parlèrent de choses et d'autres, du commerce, du fait que la saison d'automne amenait généralement plus d'acheteurs du Nord, qui rentraient chez eux avec de l'argent. La conversation était ordinaire, sans poids particulier, et c'est précisément pour cela qu'elle avait quelque chose de bon. Elle n'exigeait rien d'autre que la présence l'un de l'autre. À la lisière de la ville, là où le sentier côtier se transformait en première rue de Vegstad, elle s'arrêta, se tourna vers lui. « Si demain quelque chose tourne mal, dit-elle, qu'est-ce qui se passera alors ?»
Il réfléchit une seconde. Je trouverai un autre moyen. Mais rien ne tournera mal. Les documents sont en règle. Il y a des témoins. Bénard connaît la loi mieux que Frolga ne sait comment la contourner. Sigrid le regardait attentivement. Comme on regarde quand on veut s'assurer non pas des mots, mais de la personne qui les prononce. Non, dit-elle doucement. Je le pense aussi. Ils se tenaient proches, plus proches que ne se tiennent habituellement les gens en conversation. Le vent du fjord passa dans la rue, et elle écarta les cheveux de son visage du même geste que près du rocher tout à l'heure. Cavern la regardait et pensait qu'au cours de toutes ces semaines, depuis le Ting, depuis la première conversation à son étal, depuis la baie, depuis le feu de camp sur la rive, elle ne lui avait jamais une seule fois donné l'impression d'être quelqu'un qui avait besoin de pitié ou d'aide. Elle était simplement là, à ses propres conditions, par son propre choix. « Demain, je serai au Ting », dit-elle. « Je sais », répondit-il. Elle partit en direction de sa maison. Il la regarda s'éloigner jusqu'à ce que les lumières des maisons la cachent dans l'obscurité, puis il se retourna et repartit vers la grange. Rugard était près du feu. Le feu brûlait bas. Les braises luisaient régulièrement. Le vieil homme ne dormait pas. Il se couchait rarement tôt. Disait qu'à son âge, les nuits étaient plus longues qu'il ne fallait, et qu'il était dommage d'y consacrer du temps en plus. « Elle était ici ?» demanda-t-il, sans lever les yeux du feu. « Oui. » Rulgar resta silencieux. Puis il dit « Advain savait choisir les gens. Il regardait comment une personne se tenait quand elle était mal à l'aise. Si elle se tenait droite, cela voulait dire qu'elle était fiable. » Caverne ne répondit pas. Il s'assit près du feu et regarda longuement les braises. Il pensait au lendemain, au fait que tout ce qui pouvait être fait avait été fait. Les documents étaient chez Bénard, Tjormundre à l'auberge. Les témoignages des témoins sur les tablettes. Son père avait construit cela pendant des années. Lui-même avait construit cela pendant plusieurs semaines. Demain, cela tiendrait ou non. Mais qu'il ne tienne pas, il n'y croyait pas. Et ce n'était pas une question de confiance excessive. C'était qu'il savait trop bien avec quel soin Advain avait posé chaque pierre sous cette grange. De telles choses ne s'effondrent pas à cause d'une seule séance du Ting. Le feu se consumait lentement. Au-dessus du fjord, le ciel était clair. Les étoiles se tenaient serrées, sans nuages. Et cela aussi semblait être un bon signe. Bien que Cavurne ne crût pas trop aux signes. Il croyait aux tablettes de bois avec les bonnes runes et au vieux Gunnar, qui se souvenait avoir apposé son nom sous elle il y a 20 ans. Le Ting d'automne se réunissait dès le matin, avant même que le soleil ne se lève au-dessus du bord du fjord. Les gens venaient aux champs, près de Vegstad, de tous côtés. Les marchands du quai, les pêcheurs des fermes éloignées, les timoniers des navires qui se tenaient près de la rive. Le rassemblement d'automne attirait toujours plus de monde que celui d'été. Les affaires s'accumulaient vers la fin de la saison, et les gens savaient qu'avant l'hiver, il fallait régler tout ce qui ne s'était pas réglé de soi-même. Cette fois, les rumeurs sur l'affaire de Haldvain s'étaient répandues assez largement pour attirer ceux pour qui elles n'étaient pas obligatoires. Le premier mari vivant de la seconde épouse du Jarl, des documents vieux de 20 ans, un entrepôt souterrain sous une grange pourrie, ce n'était pas un différend successoral ordinaire. C'était une histoire qu'on raconterait ensuite autour des feux, et les gens le sentaient. Cavern arriva parmi les premiers. Il se plaça au bord du champ, là où se rassemblaient les témoins et les parties aux affaires. Pas au centre, mais en vue. Bénard était déjà là. Il disposait les tablettes, vérifiait l'ordre, parlait avec son assistant à voix basse et d'un ton
professionnel. Tjormundr apparut un peu plus tard. Il traversa la foule sans se presser, fit un signe de tête à Kevurn et se tint à l'écart, attendant son tour. Le vieux Gunnar arriva avec un bâton, s'appuyant dessus à chaque pas, mais se tenant fermement. Frölga était là aussi. Kevurn la remarqua de l'autre côté du champ. Elle se tenait avec 2 personnes de celles qui travaillaient sur ces navires, et regardait droit devant elle. Viumar n'était pas à ses côtés. Cela en soi disait quelque chose. Soit il savait que l'affaire était mauvaise, soit elle-même lui avait ordonné de ne pas se montrer. Sigrid. Kevurn la vit parmi les spectateurs, derrière les rangées de ceux qui se tenaient debout, dans un manteau bleu foncé, comme toujours. Elle croisa son regard la première et hocha légèrement la tête. Il hocha la tête en retour. Beinar ouvrit l'affaire officiellement, quand le soleil s'était levé assez haut pour que tous les rassemblés puissent se voir les uns les autres. Il commença par les documents. C'était sa méthode. D'abord les papiers, ensuite les gens. Les tablettes de bois attestant des droits au dos de Alvheim, il les montra à l'assemblée et les lut à voix haute. La carte marine sur cuir fut transmise de rang en rang. Chacun put la regarder, s'en assurer. Gunnar se leva lorsque Beinar prononça son nom et confirma. Il y a plus de 20 ans, il avait lui-même authentifié ses droits, apposé son nom sous eux, en présence d'un second témoin qui n'était plus de ce monde. La voix du vieil homme était peu forte, mais égale. Il disait ce dont il se souvenait, et n'ajoutait rien de superflu. Puis Beinar prononça le nom de Tjormund. Celui-ci s'avança. La foule, déjà peu bruyante, devint plus silencieuse encore. Tjormund était un homme habitué à parler devant les gens. Non pas au sens de l'éloquence, mais au sens où il ne se troublait pas sous les regards. Il se plaça de façon à ce que tous ceux qui se tenaient alentour puissent l'entendre, et prit la parole. « Je m'appelle Tjormund. Je suis marchand. Je navigue sur les routes entre le Danemark et les rivages du sud. Frölga, que vous connaissez comme la veuve de Aldvein, était ma femme. Je suis parti en mer. Elle est partie pendant mon absence. Je n'ai reçu aucun message. Je n'ai signé aucun document de dissolution de notre union. Au Ting, je n'ai jamais déclaré ma liberté. C'est la vérité, que je suis prêt à confirmer devant n'importe quelle assemblée. » Il se tut. Beinar attendit un instant, puis prit la tablette de la loi, et on lut la partie correspondante. Clairement, sans intonation, comme on lit ce qui ne requiert pas d'ornement. Un mariage conclu alors que l'un des partenaires était officiellement uni à une autre personne et n'avait pas accompli la procédure de dissolution devant l'Assemblée est invalide dès sa conclusion. Les biens transmis par héritage à travers un tel mariage sont considérés comme obtenus illégalement et doivent être restitués à l'héritier légitime par le sang. Frölga ne bougea pas. Elle se tenait à sa place et regardait devant elle, avec la même expression que Cavern avait vue au Ting après le testament. Sauf que maintenant, il n'y avait en elle ni calcul, ni calme froid. Il y avait quelque chose qui ressemblait à la lassitude d'une personne ayant perdu une partie qu'elle avait longuement et soigneusement construite. Le Ting décréta « Tous les biens passés à Frölga par le testament de Aldvein, les navires, les droits commerciaux sur le quai de Vegstad, la longue maison, avaient été obtenus illégalement et devaient être restitués à l'héritier légitime par le sang. Cet héritier était Cavern, fils de Aldvein. » Tandis que Beinar lisait le décret, 2 hommes de Beinar arrivèrent du bord du champ et se placèrent près de Viumar, qu'on avait finalement trouvé en ville et amené. Celui-ci était apparu sur le champ avec le visage mécontent d'un homme qu'on avait arraché à ses affaires et comprit ce qui se passait trop tard. Beinar lut la seconde accusation
Vente du navire avant la décision du Ting à un prix inférieur au marché, avec appropriation de la différence. Les témoins furent nommés. Le Ting qualifia cela d'escroquerie et décréta l'arrestation en attendant l'instruction. Viumar dit quelque chose, fort, avec irritation. Mais on l'emmenait déjà hors du champ, et ses mots se dispersèrent dans l'air sans réponse. Frolga partit avant que la lecture du décret ne soit terminée. Elle se retourna et traversa la foule rapidement, sans lever les yeux. Une foule qui s'écartait devant elle, non par respect, mais par gêne. On ne la revit plus à Vegstad, ni ce jour-là, ni après. Où elle était allée, personne ne le disait à voix haute, et personne ne le demandait particulièrement. Cavurne resta sur le champ, tandis que les gens se dispersaient. Beinar s'approcha, rassembla les tablettes et dit brièvement « Tout est en ordre. Les droits sont confirmés, le décret est enregistré. Si quelqu'un tente de contester, il n'y a aucun fondement pour cela selon la loi en vigueur. »« Je te remercie, » dit Cavurne. « Je faisais mon travail, » répondit Beinar. « Ton père faisait le sien. Tu faisais le tien. Chacun à sa place. Voilà comment de telles affaires se règlent. » Il partit. Cavurne resta sur le champ encore un peu, non parce qu'il y avait quelque chose d'inachevé, mais parce qu'il fallait du temps pour que ce qui s'était passé se dépose dans sa tête, trouve sa place. Sigrid s'approcha lorsque le champ fut presque vide. Elle se tint à côté de lui, sans rien dire. Ils regardèrent les dernières personnes se disperser sur les sentiers. « Gunnar s'est bien tenu, » dit-elle enfin. « Oui, il se souvient mieux que des gens 2 fois plus jeunes. »« Turmund aussi ?» Il disait la vérité. Dire la vérité n'est pas difficile, si on n'a pas peur. Elle se tourna vers lui. « Et toi ?» Il réfléchit. Une réponse honnête demandait 1 seconde. Fatigué, mais bien. Elle hocha la tête, comme on hoche la tête quand la réponse correspond à ce qu'on s'attendait à entendre. Le travail commença bientôt. Cavurne engagea des charpentiers 1 semaine après le Ting, 4 hommes, avec des outils et de l'expérience du travail près de l'eau. On renforça la grange solidement. Nouvelles poutres, nouveaux toits, les murs doublés à l'intérieur d'une rangée supplémentaire de planches. On ne construisait pas pour la beauté, on construisait pour que cela tienne par n'importe quel vent de mer. À côté, on posa les fondations d'une longue maison pour les ouvriers, petite pour 4 ou 5 personnes, avec un foyer et un espace pour ranger les agrès. Le cousin de Sigrid, il s'appelait Arnald, vint quelques jours après qu'elle eut mentionné son nom. Jeune, robuste, avec ce regard d'un homme habitué à évaluer l'eau et le vent rapidement et sans mots superflus. Cavurne parla avec lui près de la grange, de la baie, des routes, de ce qu'il fallait faire quand un navire arrivait dans la tempête. Arnald écoutait attentivement, posait des questions pratiques. Le soir venu, ils étaient d'accord. Le signe sur le rocher à l'entrée de la baie fut gravé en forme de gouvernail. Simple, lisible depuis l'eau. Rulgar avait dit que les timoniers des routes du Nord comprenaient ces choses sans explication. Une barre près du rivage signifiait qu'il y avait là un abri et de l'ordre. Les premiers navires avaient commencé à entrer dès la fin de l'automne, quand les tempêtes s'étaient succédées les unes après les autres. Ils venaient, se mettaient à l'abri, payaient en nourriture ou en argent, selon ce dont chacun disposait. Plusieurs timoniers s'étaient enquis des conditions de passage pour la saison suivante. Cavurne répondait toujours la même chose. Le prix est modique, il y a toujours de la place, il n'y aura pas de tromperie. Les marchands francs avaient envoyé des hommes à 2 reprises. La première fois, 1 mois après le Ting, avec une proposition de racheter entièrement les droits sur la baie.
La seconde fois, en hiver, avec d'autres hommes et une autre somme, considérablement plus élevée. Kevern avait reçu les uns et les autres poliment, les avait écoutés et avait refusé sans explication. Ils étaient repartis avec l'air de gens qui ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Et c'était bien ainsi. Certaines choses ne s'expliquent pas, parce que l'explication ne changerait pas la décision. Rulgar était resté près de la grange. Il surveillait la baie, parlait avec les timoniers qui entraient, donnait des conseils à ceux qui l'interrogeaient sur les courants et les hauts fonds. Les marins respectaient son avis. Il connaissait ces eaux depuis plus longtemps que la plupart d'entre eux ne naviguaient en mer. Un soir, alors que les charpentiers avaient déjà terminé leur travail et que la longue maison se dressait, achevée, Kevern transportait ses affaires de l'abri provisoire près de la grange vers le nouveau logis. Parmi elles se trouvait le coffret de son père. Bois sombre, couvercle étroitement ajusté. Il le déplaçait d'un endroit à l'autre et à un moment donné, le retourna pour le poser plus solidement et vit au revers quelques runes gravées plus finement que le texte principal. Il ne les avait pas trouvées plus tôt parce qu'il n'avait pas regardé de ce côté. Aldven avait écrit « Je savais que tu ne vendrais pas le rivage à ceux qui veulent le fermer aux autres. C'est précisément pour cela que je te l'ai laissé. » Kevern se tenait là, le coffret dans les mains, et relisait ces mots. Non pas qu'il n'eût pas compris du premier coup, mais parce qu'ils exigeaient qu'on leur accordât du temps. Son père avait écrit cela il y a longtemps. Peut-être l'un de ces jours où il était venu ici seul, avec des outils, et avait creusé sous le sol de la grange. Il avait écrit et retourné le coffret, sachant qu'on ne le trouverait pas tout de suite. Sachant qu'au moment où on le trouverait, il n'y aurait plus besoin d'explication. Il n'y aurait plus que confirmation. Il posa le coffret sur l'étagère contre le mur, là où il y avait de la place pour les choses importantes. Le foyer dans la nouvelle longue maison brûlait pour la première fois. Le bois ne s'était pas encore tassé. La fumée montait de façon irrégulière. Derrière le mur, on entendait le vent, automnal, venant du nord, avec une odeur d'eau et de sel. Sur le seuil apparut Sigrid. Elle aidait à aménager la maison depuis quelques jours. Elle venait et faisait ce qui était nécessaire, sans parole superflue sur ce qu'elle faisait et pourquoi. Elle avait apporté quelques objets pour le foyer. Elle avait aidé à déterminer où il était plus commode de ranger les agrès. Arnald l'appelait par son nom depuis le premier jour, comme s'il connaissait cet endroit depuis longtemps. Elle vit l'expression de son visage et ne demanda rien. Elle s'approcha, se tint près de l'étagère, regarda le coffret. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle. Il y avait des mots au revers. Je ne les avais pas vus auparavant. Elle attendit. Il lui lut à voix haute, brièvement, tel que c'était gravé. Elle écouta, les yeux fixés sur le coffret. Puis elle dit « Il te connaissait bien ?»« Mieux que je ne le pensais, » répondit Kevern. Dehors, le vent frappa le mur plus fort, et dans la baie en contrebas, on entendit un bruit. Une vague s'était engouffrée sous le rocher et s'y était répandue avec un grondement sourd et lourd. C'était un bon bruit. Il signifiait que le vent venait de l'est et que vers le soir, des navires pourraient venir du nord, cherchant un abri. Sigrid s'approcha du foyer et redressa les bûches. Elle s'était posée de travers et menaçait de s'affaisser. Le feu prit plus régulièrement. Elle se tourna vers lui. Rulgar dit qu'un knarr de la route du Nord pourrait arriver dans la nuit. Arnad est déjà en bas, à l'entrée. Alors tout est prêt, dit Kevern. Elle le regarda. Comme on regarde